Alors, trouvez tout de suite nos panélistes, Sébastien Bovet qui est à Québec et Madeleine Blais-Morin qui est à Ottawa. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Julie. On est le 13 novembre, mais on va vous parler de Noël, par exemple, parce que veut pas, ça s'en vient vite. Et veut pas, c'est la question qui est dans la tête de tout le monde. Ça va être quoi, notre Noël, en 2020? Est-ce qu'on va avoir le droit de voir nos familles, de recevoir nos amis? Est-ce qu'il y aura effectivement des congés plus longs ou on ne sait pas trop là, pour les enfants au Québec? Ça prend toutes sortes de directions. Mais Madeleine, c'est quand même dans un contexte où, on peut se le dire, la situation est en train de se corser partout au pays. Ah oui, on a eu des cas records dans plusieurs provinces pendant toute la semaine. Mais parlant spécifiquement de Noël, moi, j'ai vu quand même un changement de ton de Justin Trudeau aujourd'hui. Souvenez-vous de la phrase qu'il avait dite il y a presque un mois, quand il avait dit l'hiver, Noël, il va être plate cette année. Oui, bien oui. Désagréable à plusieurs niveaux. J'ai vérifié là, ce que j'avais tweeté à ce moment-là et c'est pas ça qu'on entendait aujourd'hui. Aujourd'hui, il disait Noël va entre autres dépendre des actions qu'on va prendre cette fin de semaine, dans les semaines à venir. Donc, il essayait d'encourager les Canadiens à suivre les conseils de santé publique en disant peut-être que Noël est encore possible d'être sauvé. Probablement pas là, de grands rassemblements, mais peut-être de petits rassemblements. Donc, il misait sur l'encouragement, d'une part, mais il misait aussi sur la crainte, d'autre part. Et lorsqu'il a dit aujourd'hui, on pourrait atteindre 10 000 cas au début décembre, le chiffre frappe. Non seulement le chiffre est frappant, mais c'est rare que le gouvernement fait des projections comme ça, dit des chiffres comme ça, avance des données. Généralement, c'est fait là, de façon très formelle, présentation PowerPoint, on monte des courbes. Mais là, ça s'est pas fait avec tout le support qu'on a généralement, mais on a cru bon de dire ce chiffre-là aujourd'hui parce que la situation est quand même assez grave. Mais finalement, c'est comme si on cherchait la bonne façon de passer le message, comme si on sentait qu'on ne l'avait pas trouvé encore. Fait qu'il fallait changer la façon. Et encore une fois, je sais que Christian Noël, notre collègue, en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu ces nouvelles publicités aussi qui ont été rendues publiques. Jusqu'à maintenant, on avait des publicités qui étaient très, très formelles, des administrateurs en chef de la santé publique. On voyait le docteur New, entre autres, sur nos réseaux de télévision, de façon très formelle, encore une fois, disant de suivre les conseils de santé publique. Là, on les voit, ces publicités-là, en ce moment à l'écran, en disant continuez de suivre les conseils de santé publique, les mesures de santé publique, et vous verrez, un jour, on va s'en sortir. Oui. Un jour, on pourra assister à des mariages. Donc, là, encore une fois, comme tout à l'heure, lorsque je parlais de l'encouragement de Noël, c'est un peu l'encouragement de dire, on va y arriver, là. On va finir par se Mais comme si on sentait que les gens avaient besoin d'un peu d'espoir, parce qu'on dit à quel point les gens sont anxieux, les gens sont déprimés, il y en a qui vont pas bien du tout. Hein? Je veux dire, chaque citoyen reçoit ces informations-là à sa manière. C'est pas tout le monde qui est capable de dire hop, hop, tout va bien. Sébastien, c'est un peu la même chose d'ailleurs au Québec. Hein? Le discours de M. Legault, là, au début, c'était on va sauver Noël. Puis là, on a l'impression que le Noël, c'est lui qui est en train de dire que ça va être un petit peu modeste, mettons. Oui, bien, c'est un peu un message d'espoir, mais de peur aussi. Puis je reprends la balle au bord de Justin Trudeau, c'est-à-dire qu'il faut une dose de peur pour pouvoir appliquer les mesures sanitaires, pour nous rappeler qu'il faut appliquer les mesures sanitaires si on veut avoir un Noël même modeste. Donc, si on a peur de la COVID, on applique les mesures sanitaires, le nombre de cas diminue, puis on est capable d'avoir des rassemblements. Donc, on essaie de nous dire, c'est un peu la carotte et le bâton. Le bâton, c'est la peur de ne pas avoir de Noël, puis la carotte, c'est l'espoir d'avoir Noël. Donc, s'il n'en tenait qu'à François Legault, dans son fort intérieur, il souhaiterait que les Québécois puissent passer Noël en famille, peut-être 2 ménages de 2 adresses différentes qui pourraient se rassembler, donc de petits rassemblements. Mais la santé publique, pour l'instant, n'est pas branchée. On ne sait pas, avec la tendance actuelle, si c'est une bonne idée de permettre aux gens de se rassembler, parce que, rappelez-vous, depuis des mois, on nous dit, le problème, ce sont les rassemblements. Alors, pourquoi on en permettrait dans le contexte actuel à Noël si ce n'est pas pour nous donner un peu d'espoir puis un petit bonbon dans cette lutte contre... Mais dans la vraie vie, Sébastien, là, vous avez beau interdire aux gens des rassemblements à Noël, on se doute bien qu'il y a des gens qui vont le faire quand même. Est-ce qu'on peut imaginer des policiers partout qui cognent aux maisons le soir de Noël? La question a été posée à Horacio Arruda en point de presse. On lui a demandé, vous, M. Arruda, vous avez 3 enfants. Vous pouvez en inviter juste un à Noël. Vous invitez lequel? Alors, c'est des choix déchirants si on veut respecter les règles. L'autre côté, c'est de dire probablement qu'il y a plusieurs personnes qui ne respecteront pas à la lettre. Ils vont peut-être respecter un peu l'esprit de la règle, mais pas nécessairement à la lettre la règle. Et ça, le gouvernement en est conscient avec les dangers que ça comporte. Oui, mais depuis le début de la pandémie, la santé publique doit, et le politique aussi, doivent
considérer la balance des inconvénients. Évidemment, on pourrait confiner tout le monde, puis le virus disparaîtrait plus rapidement ou on pourrait la contrôler, cette courbe-là. Mais il y a toutes sortes de facteurs qu'il faut considérer. Et le facteur de santé mentale, il est important aussi. Et Noël, c'est important dans notre santé mentale collective, j'imagine. Alors, ça fait partie des calculs qui doivent être faits. On n'est pas des gens qui sont complètement cartésiens tout le temps. La petite magie de Noël, elle est oui, et puis pour des personnes âgées, parfois, c'est le seul moment dans l'année où ils vont avoir accès à leur famille. Il y a des personnes pour qui on sait ça va être la dernière occasion d'être avec notre mère parce qu'elle est âgée, elle est malade. Alors, il y a toutes sortes de considérations comme ça qui sont extrêmement sensibles pour tout le monde, hein, finalement. Noël et les écoles, ça aussi, c'est tout un casse-tête, Sébastien. Alors, on voit M. Roberge, le ministre de l'Éducation au Québec, on a l'impression qu'il est toujours en arrière du train. On a l'impression que M. Legault est loin en avant, que M. Dubé de la Santé est loin en avant et que lui pédale fort pour essayer de rejoindre leur niveau d'information et leur message. Oui, ça paraît mal en ce moment parce que le ministère de l'Éducation, le ministre Roberge, est sous pression. Sous pression pour l'aération des classes. S'il y a une chose qu'on pouvait prévoir en 2020, une chose, c'est que l'hiver arriverait un jour, puis qu'on pourrait peut-être avoir des enfants dans les classes qui auraient besoin, donc, de faire aérer leur classe. Là, M. Roberge nous dit, depuis le mois de juin ou juillet, on demande un état des lieux sur la ventilation des écoles. On est rendu au mois de novembre. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore l'état des lieux? Donc, première chose. Ensuite, l'OMS recommande de réduire la taille des classes, des groupes classes dans les écoles, avec peut-être la moitié de la classe physiquement dans la classe, dans l'école, puis l'autre moitié qui suit le cours à distance. Le gouvernement a commencé par nous dire c'est pas possible parce que si on fait ça, il faut doubler le nombre de classes, il faut doubler le nombre de profs. Non, il y a des écoles qui l'ont fait puis qui ont la moitié de la classe en classe puis la moitié de la classe à la maison. Et ça marche pourvu qu'on apprivoise la technologie, pourvu que les profs soient d'accord. Puis beaucoup de profs sont d'accord pour faire cet effort-là, les élèves aussi. Alors, en effet, on a l'impression que des fois, M. Roberge est 2 pas en arrière. Est-ce que c'est sa machine qu'il place 2 pas en arrière, malgré toute la volonté politique qu'il peut avoir? Disons qu'on se pose des questions par les temps qui courent. Oui, et puis Madeleine, sur cette question de gouttelettes là, qui peuvent se transmettre sous leur forme microscopique là, en aérosol, c'est comme si au Québec, on venait d'allumer que ça peut être une donnée importante. Alors, M. Dubé a même mandaté un comité d'experts pour se pencher là-dessus. Pourtant, il me semble que j'ai déjà entendu un point de presse avec Mme Tam, avec son adjoint, et ils avaient présenté déjà cette donnée-là. Et pour eux, c'était déjà du sérieux. C'est du sérieux, mais ça reste une donnée, si je ne me trompe pas, je ne suis pas une experte scientifique, mais qui est discutée encore une fois dans la communauté scientifique. Mais ça reste, effectivement, quand on en discute, il faut aussi en discuter d'un point de vue politique pour savoir quelles sont les conséquences. Par exemple, si on convient finalement que la transmission par aérosol est importante, donc qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle donnée-là? Ouais. Et la préparation, elle est importante, ça c'est certain. Bon, pour revenir sur la ventilation, vous avez mentionné quelque chose qui étonne un peu tout le monde, puis on sait à quel point ils ont été nombreux, les journalistes de tous médias confondus, à essayer d'avoir plus d'informations sur c'est quoi le portrait réel, le portrait des problèmes de ventilation, des besoins de ventilation dans les écoles. Mais finalement, on se rend compte qu'on a tous cherché de notre côté, mais le portrait, personne ne l'a actuellement. Et c'est rendu qu'on a des collègues, je pense que c'était dans le Devoir ce matin, qui font leur propre enquête, oui. c'est-à-dire qu'ils demandent à des profs de mesurer la qualité de l'air dans leur classe. Puis bon, on s'aperçoit qu'il y a certains problèmes de ventilation. Le gouvernement, en fait, l'histoire des aérosols, l'histoire du danger des petites gouttelettes qui restent dans l'air, par exemple dans une classe d'école, ça a été énoncé à partir du mois de juin-juillet, au milieu de l'été, disons ça. Alors, le gouvernement a demandé un état des lieux. Le problème, c'est que cet état des lieux, il n'est pas encore fait. Puis on se demande combien d'écoles, combien de classes auraient besoin de systèmes de ventilation. Puis pendant ce temps-là, ce que l'opposition dit, c'est qu'en Allemagne, on achète des purificateurs d'air ou des ventilateurs. Dans l'État de New York, on fait la même chose. Donc, il y en a qui sont déjà en mouvement là-dessus. Pourquoi on ne l'est pas au Québec? En même temps, M. Roberge a peut-être un point en disant que c'est les centres de services scolaires, les nouvelles commissions scolaires, au niveau local, qui ont à déterminer c'est quoi leurs besoins. Le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi les besoins en ce moment et on peut présumer qu'au mois de novembre, on aurait dû savoir c'était quoi les besoins. Oui, mais c'est quand même lui, le patron des centres de services scolaires.
C'est lui le patron. Et en même temps, si on veut décentraliser, le ministre de l'Éducation, il ne peut pas prendre toutes les décisions mur à mur dans toutes les écoles. Ça, c'est un point qu'on peut saisir. Mais il faut qu'il fasse preuve de leadership. Il faut qu'il mette de la pression. Il faut qu'il se contente pas d'une réponse. Le rapport va venir la semaine prochaine. Il faut qu'il relance. Il faut qu'il demande des comptes à ceux qui sont imputables dans le réseau scolaire. C'est ça son rôle. Il peut pas tout édicter parce qu'il connaît pas la réalité de chacune des écoles, mais il doit certainement assumer ce leadership et mettre de la pression sur son réseau pour que le réseau livre quelque chose. Bon, parlons maintenant d'un autre dossier. On se rappelle hier, Québec qui a présenté sa mise à jour économique avec le ministre Girard. Il a essayé d'expliquer son plan de relance. Ça va pas bien, les finances du Québec, ça va pas bien les finances de personne, de toute façon, en ce moment. Mais un de ses piliers pour la relance, c'est basé sur Ottawa. C'est avec cette volonté qu'Ottawa augmenterait de beaucoup, d'ailleurs, ses transferts en santé. Pas juste « je vous aide une fois », mais je le fais, là, et ça devient récurrent, ça devient la norme. Alors, il a présenté ça hier, mais par la suite, Madeleine, il y avait une rencontre entre M. Trudeau et ses homologues provinciaux. Est-ce qu'il en a été question hier soir? Ah oui, il y en est souvent question de ces transferts en santé. C'était la 21e rencontre hier au téléphone depuis le début de la pandémie. Et encore une fois, les provinces ont dit qu'il faut augmenter la part des transferts en santé. Le gouvernement fédéral s'était engagé à avoir une rencontre pour discuter de ça. Et encore hier, il y a eu... on a réitéré l'engagement. Justin Trudeau a dit il va y avoir une rencontre. Cette rencontre-là va se tenir, je pense, en partie virtuelle, là, de façon virtuelle, au début décembre. Mais ça, c'est une chose de dire on va en parler. Le fait de dire on va augmenter les transferts, il y a quand même un gros pas qui doit être franchi. Et Justin Trudeau, aujourd'hui, en point de presse, semblait dire bon, on va en discuter puis on va voir ce que ça va donner, sans beaucoup s'engager à augmenter de façon récurrente les transferts. J'ai l'impression qu'il va falloir à un moment donné qu'il fasse un bout de chemin, mais le bout de chemin que demandent les provinces est quand même assez important. En ce moment, le gouvernement fédéral finance environ 20-22 des coûts en santé, alors que les provinces, 78 Donc, les provinces voudraient que le gouvernement fédéral augmente sa part à 35 ce qui est quand même un bond substantiel. Oui, ça se présente comment? Parce que c'est M. Legault, Sébastien, qui va, lors de cette prochaine rencontre pour parler des transferts en santé, qui va présider finalement cette réunion-là. Lui, il a besoin d'alliés. Il a besoin que les autres provinces parlent dans le même sens que lui, là. Oui, il a besoin de maintenir ce front commun. Il est président de ce qu'on appelle le Conseil de la Fédération. C'est la réunion, donc, de tous les premiers ministres du pays. Donc, c'est lui qui est le porte-drapeau, si on veut, pour cette cause-là. Le gouvernement fédéral a parfois pris un à un les premiers ministres pour leur dire, ben, regarde, si tu me donnes ça, je vais te donner ça, puis effriter, donc, ce front commun. Pour l'instant, le front commun a l'air de tenir, mais la somme que les provinces demandent est énorme, 28 milliards de plus de financement de la santé par année. Justin Trudeau, jusqu'à maintenant, il a dit, on a donné une aide ponctuelle. Il n'a pas démontré beaucoup d'ouverture à cette demande-là. Mais en même temps, il a dit, nous serons là pour les Canadiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de cette phrase un peu creuse? Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à mettre de l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à mettre de l'argent, mais peut-être à des conditions? Il a parlé de normes nationales pour les CHSLD, pour s'assurer qu'on a les mêmes normes à travers le pays. Est-ce que ça pourrait être une monnaie d'échange? Ici, à Québec, on est très réfractaire à cette possibilité-là. On veut l'argent, puis on veut pouvoir faire ce qu'on veut avec l'argent pour l'investir en santé. Bon. Puis en même temps, ça ne semble pas être la priorité du gouvernement fédéral en ce moment, en disant oui, on peut en parler, là, mais la priorité, c'est de gérer la pandémie, pas nécessairement d'établir une nouvelle formule de financement à plus long terme. Ouais, puis les provinces se servent de la pandémie pour obtenir plus d'argent pour financer leur santé en disant notre réseau de la santé est fragile. Regardez ce qui s'est passé avec la COVID-19. Alors, on a la même pandémie et deux types d'arguments complètement contraires. Bon, mais je voudrais mener avec une dernière question. Est-ce que le fédéral a les moyens aussi de hausser tant que ça ces transferts, Madeleine? Bien, en ce moment, le gouvernement fédéral a les moyens de dépenser pas mal, mais le directeur parlementaire du budget disait à ce rythme-là, c'est pas soutenable. Donc, oui, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, mais on peut pas maintenir ce rythme de dépenses-là, évidemment. Mais j'ai l'impression... Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Bon, alors donc, la rencontre, elle aurait lieu dans les 10 premiers jours de décembre. C'est ça, à surveiller. Mais écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser. On va essayer de fabriquer personnellement aussi nos scénarios de tous les Noëls possibles en 2020. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous deux. Bon week-end. Au revoir.